Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. En tant qu'être humain, nous sommes appelés à traverser des épreuves. Alors, elles peuvent soit nous grandir ou encore nous anéantir. Il y a plusieurs qui, par ailleurs, donc, ont déjà pensé et ont même fait une tentative de suicide. Alors, notre thème de ce soir, envie de suicide, comment éviter de concrétiser. On en parle avec vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Donc, vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page et vous pourrez poster votre commentaire sous la publication qui a été faite en rapport avec le thème de ce soir. Vous pouvez aussi, si vous voulez participer à cette émission, si vous avez quelque chose à raconter, un témoignage, une expérience à partager avec nous, vous nous laissez tout simplement un message dans la messagerie privée de l'émission de Intime Conviction. Donc, vous nous laissez un message et nous allons vous répondre dans les minutes qui vont suivre. Alors, sur ce plateau, pour en parler, notre consultant qui est là, Michel Camneau, bonsoir. Oui, bonsoir Ali. Bonsoir. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation ce soir. Oui, c'est vrai que j'essaie de me rendre disponible chaque fois que c'est possible. Surtout quand vous avez des thèmes comme celui d'aujourd'hui. Un thème, vous savez, depuis la nuit des temps, des gens se suicident ou tentent de se suicider. Donc c'est un thème qui est connu, mais les gens tentent de se suicider pour des raisons diverses. Probablement que nous allons ensemble ce soir élucider les différentes raisons, les causes et peut-être même quelles solutions apporter à ceux qui tentent de se suicider. Voilà. Et puis c'est justement aussi à dessein qu'on a fait venir ce soir le professeur Francis Tchege. Bonsoir. Bonsoir Ali, bonsoir amis téléspectateurs. C'est un plaisir d'être parmi vous et de vous avoir aujourd'hui. Je suis également ravi d'être là. Et je suppose que je pourrais apporter une petite contribution. Je crois que dans le thème, vous l'avez bien dit, Aline, en tant qu'être humain, il nous arrive à tous d'avoir des hauts et des bas et même des pensées parfois suicidaires. Voilà. Je rappelle, oui. Je voulais juste conclure pour dire, parce que, comme l'avait dit d'ailleurs un vieux philosophe à l'époque, c'est le philosophe Nietzsche, que vous connaissez tous, il disait « Was nicht mich tötet, wird mich stärker machen ». Ça, c'est l'allemand. Traduit en français, ça veut dire, tout le monde connaît l'expression, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Alors, je voulais rappeler justement que vous êtes enseignant oui, d'université. Pour cette université, oui. Voilà, et vous êtes aussi coach en développement personnel. Donc, c'est le coach en développement personnel qui est sur ce plateau ce soir. Ben voilà, tout ça, c'est la même personne bien sûr, mais la même personne sera toujours à votre service. Non? Voilà, donc c'est cette casquette-là qu'on va convoquer ce soir. Ouais. Alors, un autre invité qui est arrivé de très très loin, spécialement pour ce programme ce soir, parce que nous l'avons contacté la première fois, il était là pour des aléas, on n'a pas pu faire l'émission. Il est retourné, il est revenu ce soir, il vient de l'Est du pays, du côté de Bertois. Voilà, c'est Alain Bila, c'est le président de l'Association camerounaise de prévention et lutte contre le suicide. Bonsoir. Bonsoir Alain. Aline, merci pour l'invitation que vous nous faites, c'est un honneur. Vous avez fait un bon voyage? Oui, assez bien. Oui. On s'est bien reposé en même temps. Oui. Et on est très content de votre invitation, d'avoir invité l'Association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide pour parler d'un thème d'actualité, et d'un thème également considéré comme un tabou dans notre société. Donc je m'en voudrais de commencer cette émission sans souhaiter mes condoléances à la famille du jeune Nganan Junior. Il était élève en classe de première C au lycée de Bassama, c'est dans la région de l'Ouest, département du Ndé. Il s'est donné la mort récemment parce qu'il a échoué à son examen de probatoire. Donc à la famille ici durement éprouvée, nous souhaitons une condoléance. Comme pour dire que c'est une problématique d'actualité. Oui, bien sûr, et c'est à dessein justement qu'on produit, on a fait ce thème pendant cette période. Justement, on n'a pas pu l'avoir. Lui, c'est le docteur Eric Bila. Lui, il est neurologue. C'était pour aborder le volet médical, l'aspect médical de ce thème. Il est neurologue du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique. C'est ici à Douala, docteur Eric Bila, qui de toutes les façons nous suit
Hein, s'il y a des remarques à apporter pendant au cours de l'émission, il les fera parvenir sans aucun doute. Et puis, voilà, celle que nous allons appeler ce soir Micheline, elle est sous anonymat. Hein. Notre invitée qui est sous anonymat, Micheline, bonsoir. Bonsoir Aline. Merci d'être là ce soir. Je vous en prie. Alors, et puis vous, à la dernière minute, vous avez décidé de parler, mais de parler à visage découvert. Vous vous présentez? Bonsoir à toutes, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, vous appelez? Je me prénomme Winnie Gladys. Gladys. Oui. Âgée de 28 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez à finalement témoigner à découvert? En fait, j'ai compris que pour sensibiliser encore plus les gens, oui, on se sent plus rassuré quand on a le visage, on peut mettre le visage sur la personne qui nous parle. Exactement. Ça donne une véracité à ce qu'on nous dit. Exactement. Merci. Alors, et puis il y a un autre jeune homme aussi qui est pas très loin, qui a pas fait la tentative, mais qui n'en est pas très loin parce qu'il vit un problème en famille et qui est, ma foi, c'est très urgent de se pencher sur ce problème-là. On va en parler, ce sera juste après les témoignages des uns et des autres. Mais juste derrière la transition, on va écouter Micheline. D'accord. Alors, Micheline. Ok, bonsoir. Voilà. À tous les téléspectateurs. Oui. Alors, votre histoire a débuté il y a quelques années déjà que vous subissiez une pression parce que vous n'avez pas grandi avec vos parents. Et le hic a été quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte. Oui, exactement. Il y a quelques années déjà, étant orpheline de père et de mère, oui, et étant deuxième d'une fratrie de 5 enfants, aujourd'hui je peux un peu parler de ça aisément, mais c'est une histoire assez traumatisante. Comme tout jeune, on se retrouve à des pratiques et je me suis retrouvée enceinte de mon premier fils qui est aujourd'hui 4 ans. Et ça n'a pas été facile quand on se retrouve avec 100 parents. On se retrouve avec sans emploi. Et je tiens à préciser que j'ai quand même eu la grâce de fréquenter et faire psychologie. J'ai une licence en psychologie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est quand le déclic commence, quand pour une seconde fois je tombe enceinte de mon fils qui aura 5 mois dans quelques jours. Sans emploi toujours, étant sans soutien. Je décide de me balader un jour en plein 16h. Je marche, je me retrouve au niveau du pont du Vaury. Et là, des idées noires me traversent l'esprit. Je me demande bien à quoi ça sert de vivre. Pourquoi ne pas m'ôter la vie, sauter et passer à autre chose? Je me dis qu'en faisant ça, je peux trouver la paix. Mais comme on dit souvent, il y a peut-être c'était mon ange ce jour. Une maman m'a accosté ce jour, je ne sais pas d'où elle sortait. Oui. Elle m'a demandé, à cette époque, j'étais enceinte de 7 mois de mon fils. Elle m'a regardée, elle m'a dit que je ne fasse pas ça. Que je tienne compte de cet enfant qui n'a pas demandé à venir. Et elle m'a laissée. Je suis toujours restée devant le pont, mais après, l'idée est partie. Et je suis retournée. Dieu merci. Cette idée-là, ce jour-là, ça a été vraiment le déclic parce que je me suis lancée dans la recherche du travail. J'ai pu trouver. Mais qu'est-ce que vous êtes dit concrètement après que cette dame vous ait empêché de commettre l'irréparable? En fait, ce que je me disais que je suis seule. Pourquoi pas ne pas faire ça? Et après, ces mots résonnaient encore dans ma tête quand il m'a dit que je pense au moins c'est cet enfant qui n'a pas demandé à vivre. Et j'ai abandonné l'idée. Pas abandonné, mais l'idée m'a quittée. Et je suis rentrée. Je suis de nature quelqu'un d'assez jovial, mais dans cette gaieté se cachent des profondes blessures. Des blessures muettes, en fait. Et
Après ça, je me suis lancée dans la recherche de travail. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai une raison de sortir le matin, de rentrer le soir. Oui. Je me dis que si je m'étais suicidée à cette époque-là, j'aurais laissé un orphelin qui est mon fils et j'aurais peut-être pas eu la chance d'avoir le second qui est là aujourd'hui, qui me font rire et qui me font oublier mes peines en longueur de journée. Oui. Donc, le suicide, ça existe vraiment. Voilà. La dépression, elle est réelle parce qu'on a souvent cette sensation d'être incompris. Quand tu dis aux gens, je me sens mal, tu as des problèmes, on se dit, tu as les problèmes plus que qui. Oui. Donc aujourd'hui, l'idée est complètement partie. Oui. Et là, on va écouter quelqu'un d'autre. Là, c'est Gladys, qui elle témoigne à visage découvert. C'est une jeune dame. Alors, Gladys, ça n'a pas été une seule tentative. Il y a eu plusieurs tentatives. C'est d'ailleurs sur vous que nous avons titré ce soir. Alors, la première, c'était à quelle occasion? Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que j'ai eu une tentative de suicide qui n'a pas marché, c'était après une énième discussion, une énième querelle familiale, où on me faisait savoir que je ne suis qu'un échec, que j'apporte trop de problèmes à la maison, parce qu'il faut noter que à cette période, je n'étais pas trop une enfant de cœur. Je me laissais pas marcher dessus. Je n'écoutais pas ce que les gens me disaient, me donnaient comme conseil. Donc, ça irritait celle-là qui était restée mes parents. Il faut noter aussi que je suis orpheline. Tout part de là. J'en voulais à la terre entière. J'en voulais à tout le monde de n'avoir pas connu ma maman, de ne pas me faire comprendre, de ne pas avoir ce qu'on voudrait que j'ai. C'est-à-dire avoir un boulot, être fiancée, avoir un enfant au moins. Vous n'avez même pas 30 ans. En fait, je souligne ce point-là parce que, Aline, nombreux des suicides que nous avons, vous comprenez, partent de la famille. Oui, non, on va parler, on rentrera dans le débat là. Donc, et ces pressions, c'est justement ce genre de choses. Tu n'es pas mariée. Oui. À ton âge, j'étais déjà fiancée. Vous aviez quel âge quand on vous disait que vous n'êtes pas mariée? La première tentative, je pense, j'avais... Non, je parle de à quel moment est-ce que la famille... À 25 ans, 26 ans déjà. Vous ne me laissez pas poser des questions. Vous, par contre, vous avez beaucoup à dire. Hein? Oui. Donc, à 25 ans déjà, la famille vous reprochait que vous ne soyez pas mariée. Oui. Oui. Exactement. Et vos sœurs, vos cousines étaient mariées, toutes mariées? Fiancées, oui. Mais mariées? Mariées, pas encore, mais je ne vais pas dire, toutes mes cousines n'étaient pas mariées, elles étaient fiancées. Mes sœurs, par contre, elles étaient déjà mariées, puisqu'elles étaient mes grandes sœurs. Donc, à mon âge, elles avaient déjà cette posture de fiancée ou bien de madame quelqu'un. Ouais. C'est pour ça. Elles avaient déjà le Graal. Oui. Le sésame, le précieux sésame. Oui. Oui. Donc, en fait, la première tentative, je suis dans ma chambre, je suis toute seule. Je fais, comme on appelle un cocktail molotov. Je prends de la javel, mélangée au dissolvant, accompagné des comprimés. C'est tout un verre. Je bois, je me couche, persuadée que je ne vais plus me réveiller. Je pense que j'avais pris aux environs de 9h, 10h. À 15h, mon téléphone sonne une énième fois. Je me réveille. Je me réveille avec des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Je me rends compte qu'on m'a appelé au moins 10 fois. Donc, on dit que je ne dormais pas. Je ne sais pas si on va dire que je dormais, mais vraiment. Vous ne savez pas dans quel état vous étiez? C'était, on va dire, un état second, en fait. D'accord. Alors, quand vous êtes réveillé, quelles ont été vos pensées à ce moment? C'était un, ah là là, je ne suis pas morte. Ah. Oui. Exactement. Oui. C'était un échec pour moi. C'était une déception, une nouvelle déception. C'est des années plus tard que j'ai repris. Mais sur le coup, vous avez manqué de courage. J'avais manqué de courage aussi. Et puis, je n'avais plus mes compositions, les éléments de la composition que j'ai énumérés. Je n'en avais plus. Donc, je me suis levée ce jour. Je suis montée au carrefour voir les amis qui m'appelaient.
D'accord. Après, il y a une deuxième fois. Cette fois-ci, vous avez monté une affaire qui a capoté. La deuxième fois, c'est... Je monte la première activité de ma vie. C'est vrai, ce n'était pas avec un grand capital, mais c'était mon premier investissement. Oui. Ça a capoté. Je perds mon boulot. Oui. Je perds ma grand-mère qui restait mon parent. J'ai des charges. Donc, il y a des charges fixes à assumer. La personne avec qui je partageais ma vie en cette période-là s'en va. Celui qui allait vous accorder d'être madame. Peut-être, potentiellement madame, s'en va. Donc, je reste, je me dis, ça ne sert à rien de vivre. Parce que tout n'est qu'échec chez nous. Donc, chez moi, tout n'est qu'échec. Pourquoi vivre? C'est mieux d'arrêter. Et puis, la deuxième fois, c'était... je me rappelle que le monsieur, c'était un camion. Je voulu me jeter sous un camion. Le monsieur m'a dit, ma fille, si tu veux mourir, va te coucher chez toi, tu te prends. Bien que tu te poignardes. Et puis, je suis rentrée à la maison en larmes. J'avais de l'alcool à la maison. J'en ai consommé plus qu'il n'en fallait. Mais je suis toujours ici. Vous êtes encore debout. Je suis encore debout. C'est vrai que je n'ai pas traversé toutes ces peines-là, mais j'ai compris que si je ne suis pas morte ces deux fois-là, c'est justement parce que la nature, la vie, Dieu ont encore quelque chose à me dire. Ah non, c'est parce que ce soir c'est parce que vous deviez être sur Canal 2 International ce soir, et que vous deviez parler à la caméra ce soir à une personne qui traverse une situation et qui peut-être a besoin que vous lui contiez votre histoire à vous. Alors, on va prendre la transition et puis juste derrière, on prend les avis des experts sur le plateau. Alors, de retour sur ce plateau, pour le premier jet, je vais d'abord vous écouter, vous, Alain Bila, puisque vous êtes le président de l'Association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide. Qu'est-ce que vous avez écouté ce premier jet, ces deux premiers témoignages? Qu'est-ce que vous en dites? Ces deux premiers témoignages nous mettent vraiment en route pour parler de ce thème-là. D'abord, le suicide, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un décide de se donner la mort volontairement. Et vous voyez, avec ces deux témoignages-là, il y a une dépression, parce qu'il y a deux facteurs le plus souvent qui expliquent le suicide. Il y a le facteur prédisposant et le facteur précipitant. Il y a des facteurs qui amènent la personne du jour au lendemain à décider de se donner la mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui veut se donner la mort n'a pas envie de mourir. Une personne qui se suicide a juste envie d'abréger une souffrance qui est devenue très pesante pour d'effacer un épisode, voilà, oui, qui ne va pas. Oui. Donc, du coup, et on dit également que le fait d'avoir tenté de se suicider est un facteur de récidive. Si la personne n'est pas encadrée, protégée par des personnes qui peuvent comprendre ce phénomène-là, sans toutefois juger la personne, c'est très important. Donc, c'est très important parce que elles ont pu avoir ce courage de pouvoir s'ouvrir. Parler sauve des vies. Parce que ça peut toucher une personne qui est en train de nous regarder actuellement pour dire que non, il y a des personnes comme moi qui traversent des problèmes, mais qui peuvent s'en sortir. Et on s'en sort toujours quand il y a des problèmes. Le suicide, c'est une solution vers un problème. Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, on peut trouver d'autres solutions et le suicide ne doit pas être une option pour nous. Voilà, d'accord. Alors, professeur Tchillier. Oui. Face au témoignage des deux jeunes dames que vous venez d'écouter, qu'est-ce qui vous inspire? C'est un témoignage édifiant, mais je commencerai par parler un peu à la société, entre guillemets, en général, j'allais dire, en général.
pour dire, commençons par voir quelles leçons on tire avant de venir maintenant faire peut-être l'analyse, on peut le faire ainsi. Quand on écoute, que ce soit le témoignage de Micheline ou surtout celui de Gladys, oui, on peut bien comprendre l'effet de ce qu'on appelle la parole sur l'être humain. Vous savez, toutes les écritures sacrées du monde, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit dans le monde musulman, que ce soit dans le monde hindouiste, toutes les grandes philosophies humaines mettent en avant le pouvoir de la parole. La parole est très puissante. Et il faut faire donc attention aux paroles que nous avançons à nos enfants. Parce que chacun de nous vit dans un petit univers. Et si dans cet univers il se sent coincé, il ne voit pas d'issue, en général, il cherche tout de suite à abréger cette situation intenable. Tu es nul à l'école. Oui. Voilà. Et donc, exemple de Gladys qui, dès le début, on lui a fait savoir, on lui a dit et répété qu'elle était un échec, pour reprendre l'expression. Qu'elle n'est qu'un échec. Et vous voyez que même après la première tentative, plus tard, quand elle parle de la deuxième tentative, elle se rappelle toujours qu'elle est un échec. Et ça, c'est un poison mortel que nous insérons dans... Un poison lent. Un poison mortel. Lent et mortel. Le mot mortel, ici, je le souligne. Oui. Lent et mortel, oui. Voilà. Et parce que si l'enfant grandit avec cette idée, vous, le parent, vous, l'encadreur, vous, l'éducateur, vous êtes un modèle, vous êtes une lumière pour cet enfant. Quand vous lui dites ça, alors l'enfant passe par un processus de ce qu'on appelle en psychologie appliquée de validation et d'autosuggestion. Vous lui suggérez cette mauvaise idée et l'enfant s'autosuggère dans cette vérité. Et en fait une identité et fait corps avec. Dit voilà, je suis dans un échec. Pourquoi? Parce que c'est le parent qui l'a dit? Oui, parce que la personne qui l'a dit est quelqu'un en qui l'enfant a confiance. Cette confiance, elle peut être une confiance parentale, c'est-à-dire un lien de parent à enfant. Ça peut être également un lien d'éducateur à élève ou à apprenant. Et donc c'est très dangereux ce qu'on a à dire à celui qu'on a sous sa coupole. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On a tendance à penser que, bon, voilà, on le lui reproche, il a eu de la sous-moyenne, donc c'est un nulard. On le lui dit pour se défouler. On le dit tout le temps. Très souvent, l'enfant valide cette info. Oui. Et ça peut le suivre toute sa vie. Il faut faire très attention. Dans le livre Les 4 accords Toltec, n'est-ce pas, de Don Miguel Ruiz, il y a le premier accord Toltec. Les accords Toltec, en fait, ça date de plus de 3000 ans. Hein. C'est quoi les accords Toltec, c'est quoi? Les Toltecs, c'était les anciens érudits au Mexique. Les érudits, c'est quoi? C'est des personnes illuminées, si vous voulez parler de manière très simple. Et les personnes illuminées, c'est quoi d'abord? Bien, voilà. Si on venait par exemple dans le christianisme, on parlerait des gens comme Jésus, on parlerait des gens comme Mohamed dans les autres religions, voilà. D'accord, parce que vous expliquez, prof, le difficile par le compliqué. Disons pour employer le terme que tout le monde comprend, c'est des sages, des grands sages, des vieux sages. Voilà. Alors, ils ont ces 4 accords. Le premier accord Toltec dit que ta parole soit impeccable. Je répète, que ta parole soit impeccable. La parole, ici, impeccable, ici veut dire sans péché, parce que impeccable vient du latin, peccatus, qui veut dire péché. Il faut que la parole, il faut faire attention à ce qu'on dit à l'enfant, ou à ce qu'on dit à son entourage en général. Voilà, je peux m'en tenir là pour le moment. Non, le premier, ensuite, vous avez dit. Oui, il y a 4 accords. Celui-là parle de la parole. Bon, les 3 autres ne parlent pas de la parole. Le premier dit que ta parole soit impeccable. Le deuxième dit quoi que vous fassiez, faites de votre mieux. Non. Ah d'accord, ça n'a voilà, pas de rapport avec le thème de ce soir. Le troisième dit quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, et ainsi de suite. Ah mais ça aussi, par contre, c'est important, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui, on pourra venir maintenant développer là-dessus ce que j'appelais la notion d'univers. Oui. Parce que lorsque l'enfant est bloqué, la victime, entre guillemets, du suicide, qui est cette forme d'automutilation, la personne est bloquée et pense justement, comme l'a un peu évoqué M. Bila tout à l'heure, que la seule solution pour l'instant, c'est d'abréger cette souffrance par cette porte de sortie-là. Parce qu'elle est coincée dans cet univers. Elle ne lève pas la tête hors de l'eau pour voir que l'univers est encore plus grand. Et ça, c'est un peu le plus facile à faire et le plus... oui, il y a une démarche thérapeutique par rapport à ça. On pourra... Non, je parle du suicide, c'est le plus facile en fait et le plus moche. C'est celui qui apparaît être le plus facile. Oui, ce que je veux dire, oui, c'est pour ça que je dis plus facile et le plus moche en fait. Voilà. Alors, Michel Camneau, première lecture des témoignages. Oui, première lecture, Aline, je voudrais déjà noter une différence dans les 2 cas, parce que dans le cas de Micheline, elle a des causes qu'on peut dire individuelles, c'est-à-dire qu'elle a ses propres échecs individuels qu'elle n'arrive pas à se tolérer. Déjà sa situation de désœuvrée, après cette grossesse qui arrive, après tout ce qu'elle a comme charge, ça l'écrase et ne voit pas d'issue. Et du coup, les idées noires, les bouffées délirantes commencent
circuler dans sa tête. Et elle pense que peut-être la solution à ce moment, c'est de se suicider. Il y a l'autre cas, n'est-ce pas, le deuxième cas. Et ici, ce sont les autres qui essaient de la faire valider le fait qu'elle n'est rien, qu'elle ne vaut rien et qu'elle n'est que échec. Et du coup, comme ces gens qui lui disent ont un pouvoir tutélaire sur elle, ce pouvoir tutélaire fait que naturellement, elle se dit qu'il doit y avoir quelque chose de vérité à partir du moment où ça vient d'un tel. Hein, ça peut pas, ce tel que je respecte bien, ce tel qui a déjà fait ceci et cela pour les autres, s'il me le dit, c'est qu'il doit avoir suffisamment analysé et donc il doit avoir une part de vérité dans ce qu'il est en train de dire. Et si c'est le cas, si ce monsieur a donc raison, autant que je passe à la solution ultime. Parce que ce qui ressort avec les deux autres co-panélistes, en fait, c'est que le suicide arrive lorsque la personne est coincée dans un univers et ne voit pas d'autres issues. Ne voit pas d'autres issues que celle, n'est-ce pas, de se supprimer la vie. Or, j'ai un adage que j'aime bien. J'ai écrit qui dit une porte ne se ferme jamais sans ouvrir 10 autres pour ceux qui sont regardés voir. On va aborder ces solutions-là, mais ce sera pour plus tard, Michel. Voilà. Donc c'est pour mais après, vous avez abordé la même question que les autres, mais vous semblez occulter le volet perte de son repère. Parce que pour les deux, il y a perte de repère, il y a perte une sorte de l'appui. Pour elle, c'est le parent. Pour elle aussi, c'est le parent. Est-ce qu'il n'y a pas Effectivement, il y a perte de repère, mais cette perte de repère va jouer sur une chose qui est fondamentale pour tout individu. Ça va être ce qu'on appelle son image. Parce que dans son cas, dans le cas de Micheline, elle ne se voit pas en train de gérer l'enfant, les charges, la solitude avec l'homme qui est parti et tout ça. Donc, il y a une image qu'elle reflétait régulièrement dans la société qui maintenant va se déprécier grandement. Non, mais quand je parle de perte de repère, c'est la perte de leurs parents aussi. Oui, perte des parents, perte de parents, mais également de son amant. Pour elle, oui. Même pour l'autre aussi, puisqu'à un moment donné, il était parti, l'homme avec qui elle vivait. Donc du coup, elle voit que tous ces éléments sur lesquels elle s'accrochait, elles sont en train de se déprécier et de partir les uns après les autres. Finalement, l'image qui tourne à la tête, c'est que qu'est-ce qui me reste si tout ceci part, si je n'ai pas de parents, alors que les autres ont leurs parents, qu'est-ce qui me reste pour tenir? Et du coup, on rentre dans une bouffée délirante, les idées noires qui commencent à vous se promener dans votre tête et qui vous apportent justement, parce que c'est des idées noires, qui vous dit non, la meilleure façon serait peut-être de se suicider, parce que la souffrance est tellement intense qu'on se dit, bon, à quoi bon continuer à rester dans une telle souffrance alors qu'on peut mettre fin à la souffrance de façon unilatérale. Et comme disait l'autre compagnon, M. Bila, en fait, la personne qui se suicide n'a pas envie de mourir. Il a juste envie de stopper quelque chose qui n'arrive pas, qui le dépasse en fait, ou bien qui pense que ça le dépasse. Et du coup, la solution qu'il trouve, c'est le suicide. Alors moi, je vais justement poser la question à Alain Bila. Est-ce que dans le cadre de votre association, justement, vous en avez qui viennent malgré tout vers vous et qui souffrent de dépression nerveuse? Si vous permettez... Et qui sont sous traitement. Oui, si vous permettez, Aline, déjà, l'association a deux objectifs. Non, ce n'est pas de l'association dont il est question ce soir. Il est question de parler du sujet du suicide. Voilà, c'est de ça qu'il est question ce soir. Donc, est-ce que vous en avez qui viennent nous recevons des appels. Nous avons des appels des personnes qui sont en détresse, des suicidants, qui ont des idées noires. Alors, je reprends ma question parce que vous étiez lancé sur une autre question. Voilà. Alors, je veux savoir s'il y a des personnes qui sont sous traitement, qui souffrent de dépression, qui sont sous traitement médical et qui, malgré tout, ont des envies de suicide et se tournent malgré tout vers l'association parce qu'ils veulent être dans un cadre où il y a de l'écoute. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui sont en train d'être suivies par des spécialistes, mais qui veulent être avec des personnes qui comprennent l'impact que le suicide a dans la société, parce que c'est aussi le filet social qui est très important. À côté du filet médical, il faut ce filet social-là, et ils se retournent donc vers nous pour avoir cette aide sociale qu'ils ont besoin pour s'en sortir. Et c'est quel type de spécialistes qui les accompagnent, ces personnes qui souffrent de dépression et qui viennent vers vous? Voilà, nous sommes dans une association qui a des psychologues. Non, c'est pas ma question. Vous êtes vraiment lancé dans la communication de votre association. Non, ma question, c'est de savoir. Au sein de notre association même, il existe des psychologues. Non, c'est pas ma question, en fait. Ma question, c'est
les gens qui vous contactent sont suivis par quel expert? Par quel, je sais pas, est-ce que c'est des infirmiers qui les suivent? Est-ce que c'est... Au niveau de l'association? Non, pas au niveau de l'association. J'ai dit les personnes qui les contactent sont suivies par quelles personnes étant déjà sous dépression? D'accord. Voilà. Ce ne sont pas des professionnels du domaine, des cliniciens, des thérapeutes qui s'occupent d'eux de manière individuelle. Mais eux, ils viennent vers nous en tant que filet social, qui veulent avoir un soutien tout simplement social. D'accord. Voilà. Alors moi j'ai ma question, ma question, elle avait un but justement, professeur, vous êtes souvent très franc, je ne sais pas si vous avez capté. Alors quand je pose la question de savoir, est-ce que les personnes qui souffrent des dépressions viennent vers vous, l'association de lutte et de prévention du suicide, c'est pour savoir, c'est quel type d'experts? C'est vrai qu'il ne m'a pas dit quel type d'experts. Est-ce que c'est des psychologues? Est-ce que c'est des coachs en développement personnes qui les suivent? Ou bien est-ce que c'est leur famille qui les suit? Moi je voulais savoir exactement quel type de personnes. Et puis il est assez vague. Moi, je m'en vais vous poser la question, justement, celle de savoir, est-ce que vous avez l'impression que, quand elle se tourne finalement vers l'association, est-ce que le suivi est efficient par ce personnel de santé? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? En ce moment, ça rééclaircit, ça recadre un peu dans la question qui voulait être posée, parce que je crois qu'il y avait aussi ambiguïté dans la question. Il s'agissait de savoir, les personnes qui encadrent ces, entre guillemets, victimes, ces patients-là, est-ce que vous parlez des personnes qui les encadraient avant qu'elles ne rejoignent l'association? Oui, bien ou des sûr. Personnes qui les encadrent au sein de l'association? Non. Si c'est les personnes qui les encadraient avant, à mon avis, dans la société, il y en a de tous les bords. C'est-à-dire qu'il y en a sûrement qui sont encadrés aussi par des spécialistes. Il y en a peut-être aussi qui sont encadrés par leurs oncles ou leurs grand-mères. Il y en a aussi qui sont encadrés par des copains, je suppose. Et qui finalement, quand ils ne trouvent pas satisfaction, éventuellement, ils viennent vers vous. Parce que s'ils avaient trouvé satisfaction, peut-être qu'ils ne viendraient pas vers vous, je suppose. Ça, d'accord. Michel, est-ce que, moi je la pose aussi cette question à vous, est-ce que finalement il n'y a pas de problème? Vous êtes suivi par un neurologue, vous êtes suivi par un psychologue, mais vous vous tournez... Est-ce que c'est une relation de complémentarité qui devrait se jouer avec ce type d'association qui met en avant l'écoute, entre autres, ou bien est-ce que ça veut dire que ça dénote d'une insuffisance dans la prise en charge des personnes qui souffrent de dépression? Oui, je dirais beaucoup plus, Aline, une insuffisance dans l'encadrement. Parce que si on se tourne vers les neurologues, si on va vers les psychologues, tout ça c'est payant. Ça a un coût. Donc il y a un caractère coût qui va se poser. Oui. Et du coup, les personnes ne pouvant pas toujours payer tous ces frais, parfois vont avoir cette tendance à se tourner vers des associations comme celle-là, parce que peut-être les coûts sont moins chers, peut-être qu'on ne paye même pas, sont bien encadrés et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour et qui font que les personnes, même étant déjà suivies médicalement, parfois ils sont même suivis par des généralistes. Quelqu'un va dans un hôpital suivi par un généraliste, mais se rend compte bien que tout ce qu'on lui donne ne correspond pas à son mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner vers une association ou vers quelqu'un qu'il a entendu que dans ce genre de situation, il a souvent aidé. Il va se retourner. Donc, il y a plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qui tournent autour et qui font que les gens peuvent abandonner le circuit officiel dans lequel ils étaient pour se retrouver dans l'association. Et puis, il faut le dire, il n'y a pas que le problème de coût, il y a le problème de proximité. Oui. Le problème de proximité. À l'hôpital, par exemple, si vous arrivez, vous êtes nombreux. Il faut attendre son tour, et si dessus vous êtes nombreux. Et vous êtes patient tel, vous êtes patient A. Voilà, patient A. Patient B. Voilà. Vous n'êtes pas Aline, vous n'êtes pas Michel. Voilà, le médecin vous reçoit 20-30 minutes pour passer à quelqu'un d'autre. Or, en venant à ce moment-là, la personne qui est sous dépression ne se sent pas suffisamment écoutée, ne sent pas qu'on s'intéresse suffisamment à son cas. Parce que la dépression, le stress, les névroses et tout ça ont cette particularité que la personne qui se retrouve dedans a besoin de quelqu'un qui est attentionné à son cas particulier, a besoin de savoir que ce dont elle souffre, vous qui êtes en face, vous êtes en train de bien comprendre et bien cerner ce dont elle souffre. Si vous ne cernez pas bien, à ce moment, il y a une perte de confiance qui va s'établir et du coup, la personne commence à rechercher des solutions ailleurs. Voilà. Alors, moi, on va prendre la bande-annonce, la vidéo d'appel à la témoin et ça va nous permettre aussi de recevoir le jeune André qui va témoigner sous anonymat sur ce plateau. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix.
Vous avez eu une séquence de vie édifiante? Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Mais changer. Oui. Alors, on a reçu le jeune André qui est arrivé sur ce plateau. Hein. Alors, André, ton témoignage à toi, par contre. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, ce qui s'est passé avec toi, je le tutoie parce que c'est un jeune homme, il est encore jeune, c'est pratiquement, c'est un adolescent, hein, vous comprenez pourquoi sous anonymat. Vous avez rencontré, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré une personne qui se faisait passer pour Samuel Eto'o sur Facebook. Oui, ça fait déjà quelques temps. Vous parlez un peu à haute voix? Ça fait déjà quelques années quand même. À haute voix quand même, André. Rapprochez le micro. Oui. Ça fait quelques temps, j'avais rencontré, lorsque je venais d'avoir mon premier téléphone. Oui, un peu plus fort, hein, André, pour que je vous entende de là où je suis assise. Ok. Oui. Ça fait quelques temps, je venais d'avoir mon premier téléphone. Malgré les récidivistes de ma tante, parce que je vivais avec ma tante et je suis orphelin. Et lorsque j'ai paramétré les réseaux, je suis tombé sur un profil qui m'écrivait en inbox. Et ce profil était le profil de Samuel Eto'o. Cette personne m'écrivait et j'ai commencé à répondre. Cette personne m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. J'allais bien. Et cette personne m'a envoyé son contact. Et c'est comme ça qu'on allait sur WhatsApp, on a commencé à échanger. Cette personne m'a demandé de l'argent. Et avant ça, cette personne m'a demandé de ne dire à personne de ma famille ni de mon entourage qu'on était en contact. Il m'a fait croire qu'il était Samuel Eto'o. Il m'a envoyé des documents où il y avait les photos et le nom de Samuel Eto'o dessus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. On dialoguait. Il a fait des appels, il a fait des montages. Ce que je vais rappeler ici, c'est que en ce moment, je ne connaissais pas encore qu'il existait des faux profils. Ah, vous ne saviez pas qu'il existait des faux profils? Des faux profils. Jamais entendu parler des faux profils. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter sur WhatsApp. Chaque jour, il m'écrivait. Et il persistait que je ne dois dire à personne qu'on est en contact. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dialoguer. On dialoguait de temps en temps. Jusqu'à un jour, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais en fait. Oui. Je lui ai demandé que je voulais voyager. Oui. Et il m'a demandé qu'il doit me faire un virement. Et la condition pour me faire le virement, c'est que je devais lui envoyer une somme d'argent. Je dois envoyer une somme d'argent à son banquier pour que son banquier me fasse des dossiers. Et il m'a demandé combien j'avais. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent. Il m'a demandé est-ce que je ne peux pas prendre l'argent de mes parents et l'envoyer à son banquier. Je lui ai dit que je l'allais voir. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir, j'étais tellement naïf que je ne savais pas que c'était de l'arnaque. Et c'est comme ça que un jour en faisant le nettoyage dans la maison, dans la chambre de ma tante, je suis tombé sur des dollars que mon oncle était rentré de la Turquie avec et qui avait donné à ma tante de garder. Et c'est comme ça que ma tante avait pris cet argent, elle l'avait mis dans sa chambre. Et lorsque je suis tombé sur cet argent, c'est comme ça que je l'ai pris. Et j'ai contacté ce monsieur. Je lui ai dit que j'étais tombé sur l'argent de ma tante et qu'on devait vite faire la procédure pour qu'il me vire l'argent et pour que je puisse remettre l'argent de ma tante sans qu'elle ne sache. Et c'est comme ça que j'ai pris ces dollars, je suis allé changer en francs CFA. Et j'ai pris l'argent, je l'ai envoyé. Et dès que je l'ai envoyé l'argent, on a commencé à dialoguer. Et lorsque ma tante a constaté que l'argent avait disparu,
J'ai fui de la maison. Je suis parti dans la rue. J'ai commencé à vivre dans la rue. J'ai fait 2 jours dans la rue. Et moi et ce monsieur, on dialoguait toujours par WhatsApp. Je lui ai demandé de me faire le virement. Et c'est comme ça qu'il m'a bloqué. Et ma tante a envoyé, pendant ce temps, ma tante me cherchait. Et elle avait délégué des gens pour me chercher dans toute la ville. Et c'est comme ça une de ces personnes m'a attrapé. On est rentré à la maison avec moi. Et c'est comme ça que ma tante a pris mon téléphone. Elle m'a demandé le code. J'étais obligé de lui donner le code. Parce qu'on m'avait sauvagement frappé. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à lire nos conversations. C'est après avoir fini de lire nos conversations qu'elle m'a dit que ce sont des faux profils, que ce sont des arnaqueurs. Alors, quelles sont tes relations avec ta tante au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne vis plus chez ma tante. Dès ce jour, ma tante m'a mis hors de chez elle. Et c'est comme ça que toute ma famille m'a réuni. Il ne s'occupe plus de moi. Et même lorsque je demande quelque chose, personne ne veut faire. Tout le monde me demande que j'aille prendre de l'argent à mon arnaqueur. Et votre tante, vous ne l'avez plus jamais revue? Quand vous l'approchez, qu'est-ce qu'elle dit? Actuellement, ma tante m'a bloqué sur WhatsApp. Je ne peux plus la voir au téléphone. Vous lui avez demandé pardon? Et même quand je lui avais demandé pardon, elle a refusé. Elle m'a dit que si elle veut lui demander pardon, que je revienne avec son argent. Et vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mes frères, l'aîné de ma famille, mon grand frère, jusqu'à actuellement, moi et lui, on ne se parle pas, toujours à cause de ça. Mais pourquoi? Il dit quoi? Bref, il me dit que ma naïveté a conduit à ma perte, que j'ai été très naïf, que regarde la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Parce que lui, il a refusé de m'aider. Mais vous faites quoi pour avoir un peu de sous pour l'école et tout ça? Pour avoir un peu de sous, je suis obligé d'aller au marché Sanaga, porter des sacs, des dames qui font le marché, pour avoir un peu de sous. Vous avez eu un probatoire, quelle série cette année? Littéraire. Cette année? Oui. Maintenant, pour payer ma scolarité, je n'ai pas pu payer ma scolarité. Je n'ai pas pu finir de payer ma scolarité parce que mon acte de naissance est resté dans mon établissement. Parce que pour que je paye cette année, j'étais obligé de faire 2 ans à la maison pour cotiser le petit peu que je puisse travailler. Pour pouvoir récupérer l'acte? Oui. Et vous avez dit à qui que vous avez eu votre examen? J'ai dit à mon père, ma cousine et mes cousins. Et qu'est-ce qu'il a dit, ton papa? Mon papa n'a rien dit. Et par rapport au problème avec la tante, il dit quoi? Il n'a rien dit. Mais pourquoi tu ne vas pas vivre chez ton papa? Actuellement, je vis chez mon papa. C'est chez mon papa que je vis. Oui. Mais pourquoi tu es resté dans la rue s'il y avait chez ton papa? C'est lorsque ma tante avait délégué des gens. C'est lorsqu'elle m'a retrouvé, qu'elle m'a chassé de chez elle, que je suis allé vivre chez mon papa. Et pourquoi ton papa ne remet pas l'argent à ta tante? Mon papa est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il a les douleurs. Les douleurs aux articulations. Il ne travaille pas? Non. D'accord. Alors, moi, je m'avais posé la question à vous, Alain Bila. Quand vous avez des mineurs qui viennent vers vous, qui sont dépassés par des situations, comment ça se passe? Bon, c'est vrai que tout dépend aussi de quel type de problème que ce mineur rencontre. Parce que le plus souvent, on a affaire à des jeunes qui se sont lancés dans les jeux de hasard et qui, pour cela, veulent se donner la mort parce qu'ils ont perdu l'argent de leurs parents. Parce que, croyant avoir plus que ce qu'ils avaient déjà. Donc, pour ces genres de cas, le plus souvent, on recourt à l'aide de leurs parents eux-mêmes. On fait comme une sorte de conciliation pour permettre à les parents de pouvoir accepter leur enfant. Même s'il a commis une bêtise, c'est aussi possible de le reprendre. Parce que on est appelé à commettre des erreurs dans la vie.
Donc on fait des filets sociaux pour que les parents puissent reprendre leur enfant. Mais souvent c'est difficile. Vous savez, pour qu'un parent accepte que l'enfant a commis un forfait pareil, il faut vraiment du temps aussi et du tact nécessaire pour pouvoir l'amener à accepter. Mais nous sensibilisons vraiment les jeunes à éviter de multiplier l'argent et on fait des sensibilisations en amont pour qu'on en arrive pas à des cas pareils. Oui, mais pour les cas des mineurs, pour les cas où les familles sont fermées au dialogue, comment ça se passe? C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une famille qui a été fermée au dialogue, mais des familles qui ont été réticentes au départ, mais avec beaucoup d'insistance, on est arrivé à beaucoup de conciliation entre les familles. Je pense qu'il y a plusieurs cas, on ne peut pas les citer ici. Et pour les cas de mineurs que vous rencontrez, c'est quoi les problèmes qui leur donnent des envies suicidaires? Le problème le plus généralement qu'on rencontre, c'est le jeu de hasard, comme je vous le disais. Le fait qu'il a pris de l'argent quelque part et qu'il n'arrive pas à rembourser. Il peut avoir des idées de suicide. Des cas également où il est entré dans des pratiques d'alcoolisme, de délinquance juvénile et qui, pour cela, veut se donner la mort parce qu'il n'arrive plus à supporter. Et vous savez que l'alcoolisme est un facteur qui amène au suicide. Parce que dans le suicide, il y a cet effet inhibiteur, le courage. Et on sait que l'alcoolisme, les effets amènent au suicide. Dans les cas que vous avez, c'est les cas d'alcoolisme et les cas de jeunes qui font les jeux, qui pratiquent les jeux de hasard. Alors on va commencer à embrayer sur comment parler. Je rappelle que vous intervenez sur Suite FM. L'émission, c'est Jambo. Avec le président Chop Chop, qu'on salue d'ailleurs, dans la rubrique de développement personnel, justement. Vous parlez souvent du lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est? Le lâcher-prise, c'est toute une autre philosophie qui a été évoquée pour la première fois il y a de cela plus de 3000 ans par le père de la philosophie asiatique, chinoise en particulier, qui s'appelle Lao Tzu. En fait, Lao Tzu, c'est le maître de Confucius, qui est un peu comme un dieu dans la philosophie chinoise. Ouais. Alors c'est lui qui nous enseigne la notion de lâcher prise. Il a une expression assez connue qui dit « Lorsque quelqu'un vous a offensé, ne cherchez pas à vous venger. Asseyez-vous au bord de la rivière et bientôt vous verrez passer son cadavre. » En fait, cette expression, c'est une métaphore. C'est une image. Voilà, c'est une image. Ouais. C'est une façon aussi d'apprendre la notion de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lâcher prise. Les pressions, on en rencontre dans notre vie. Et personne de nous n'est maître de l'univers. Nous n'avons pas de contrôle sur les événements qui nous arrivent. Par contre, nous avons un contrôle sur nos réactions à ces événements. Et c'est à ce niveau que se trouve toute l'école asiatique, en fait. Comment gérer ces émotions de manière à contrôler les forces de l'univers qui nous attaquent et tout ce qui peut nous arriver. Voilà. Et donc, voilà un peu. Maintenant, quand nous parlons aux jeunes, enfin aux personnes victimes, d'abord aux jeunes. Dépend de leur. Oui, c'est la même chose. Je voulais dire aux personnes en général. C'est la même chose, que non, ce soit les jeunes. Non, c'est pas la même chose. Je voulais dire que on tient compte, bien sûr, de leur rang social. Quand je parle de rang social, il ne s'agit pas ici de rang professionnel, mais je parle de niveau, entre autres, la tranche d'âge, par exemple. Le conseil qu'on donnera à un enfant de 5 ans qui est déprimé pour un problème qu'il a n'est pas le même qu'on donnera à celui qui est adolescent ou à celui qui est adulte, ainsi de suite, ou à un vieillard en plus. Et l'adolescence, c'est une phase très sensible dans la vie, dans l'évolution de l'être humain. N'oublions pas que c'est quand même la période où les caractères sexuels secondaires se développent. On a les hormones, tout un combat d'hormones qui se développe. On se sent être un homme ou une femme, dans le cas des femmes. Et donc, on a une vision de la vie. C'est l'âge auquel on croit avoir tout compris. C'est-à-dire, on s'oppose aux parents, on s'oppose à ce que disent les parents, à ce que disent les enseignants, les guides. C'est un moment où le moindre échec peut être très mal encaissé. Et c'est dans le moment où on a besoin d'un encadrement assez méticuleux et assez étroit. Donc, pour parler du cas, parce que nous parlons d'André qui apparemment est un adolescent. Non, là on est maintenant dans la généralité. Oui, dans la généralité, avec les adolescents, c'est très sensible. Il faut savoir leur redonner goût à la vie, savoir leur parler, leur apprendre à lâcher prise, leur montrer qu'ils ont toute une vie devant eux. Et leur montrer toute cette vie, c'est leur dire d'abord qu'ils sont maîtres de leur vie, qu'ils sont forts,
qu'ils ont cette capacité de s'en sortir. Et avoir toujours un message assez prometteur, plutôt qu'un message destructif, dans le genre, voilà, tu as cherché, c'est ça, c'est fini là, tu ne peux plus, tu ne seras plus rien, ainsi de suite. Ça, c'est à éviter. Oui. Voilà. Et justement, pour embrayer sur ce que vous dites tantôt, il y a le président Diop qui a l'habitude de me dire, Aline, tu sais, quand ça ne va pas, tu lèves le pied, tu lâches prise, voilà. Tu laisses les choses aller. Tout simplement. Tout simplement. Alors, oui, Michel, on est justement, le psychologue que vous êtes, à quel moment est-ce que, parce qu'il y a des dépressions qui ne se soignent pas qu'avec le dialogue, à quel moment est-ce qu'il faut se tourner vers un médecin? En fait, c'est en réalité même les autres qui devraient vous conseiller de consulter un médecin, ceux qui vous regardent. Parce que quand vous êtes dans votre état dépressif, vous avez même l'impression que les choses sont normales. Vous avez l'impression que votre vision est même normale. Comment les autres ne vous comprennent pas alors que vous voyez que vous êtes dans la normale. Ouais, les gens qui sont dans la dépression, le stress, la névrose et toutes ces choses, ils sont sûrs que c'est eux qui ont raison. Et que les autres autour d'eux n'existent pas à partir du moment où vous ne voulez pas les comprendre. C'est-à-dire quand vous ne voulez pas les comprendre, vous n'existez pas. Ouais. Donc je pense que ce sont les autres qui devraient à un moment donné être alertés par votre attitude, quand vous commencez à fuguer, quand vous commencez à manquer à vos devoirs, même les plus réguliers, quand vous commencez à gronder, même quand il n'y a pas un élément qui nécessite, n'est-ce pas, qu'on élève la voix, vous élevez la voix, vous êtes ambivalent, parfois là où il faut vraiment élever la voix, vous êtes tout calme, tout doux, on ne sait pas pourquoi, mais vous êtes bipolaire, c'est-à-dire que vous voguez dans ces deux alternances-là, parfois très coloriques, parfois très doux, là où on attendrait que vous dites quelque chose. En fait, c'est les autres qui devraient vous regarder et dire, ici, je pense qu'il faut que tu consultes un médecin. Voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi quand même, sur le plan individuel, quelqu'un qui à un moment donné se rend compte que ça ne va pas. On commence à le critiquer tout autour, et il se dit en lui-même, dans une forme d'intériorisation, il se dit, mais si tout le monde en parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si tout le monde en parle, ça veut dire que peut-être je ne fais plus les choses normalement. Peut-être que je devrais consulter. Alors moi, je m'avais posé la question au prof Thiégué, celle de savoir, est-ce que finalement, à un moment donné, c'est pour savoir quelle est la frontière. Ce n'est pas délicat de consulter un médecin quand on sait qu'il y a des médecins qui, à tout va, vont vous prescrire et Prozac, et Fexor, et Oram, et Temesta, et Valium, et Gardenal, et puis vous empirez la situation. Je veux dire, à quel moment est-ce qu'il faut vraiment se dire, oui, ça c'est la frontière, il faut consulter un médecin qui va vous donner des médicaments. Je veux dire, est-ce que c'est pas délicat finalement Je crois que le mot-clé ici, c'est justement délicat, c'est extrêmement délicat. Et il arrive des moments où effectivement le patient a besoin d'un antidépressif pour un peu le forcer, entre guillemets, pour l'assommer. C'est l'expression qui s'emploie, pour l'assommer. Mais dans la philosophie asiatique, sur laquelle je m'appuie le plus, on recommande beaucoup plus. Après une vingtaine d'années en Chine. Voilà, une vingtaine d'années en Chine, souffrez que ce soit le cas. Alors, on recommande beaucoup plus l'autre démarche, la démarche naturelle de la communication, de la conversation avec le patient. Parce qu'il faut savoir que le processus qui mène au suicide, il n'est pas immédiat. En fait, c'est un processus qui passe par la dépression. Et la dépression est un processus tout comme la joie. Et il faut savoir qu'au départ, on est confronté à un problème. Bien. Alors, on traverse ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle dans le langage en psychologie appliquée, les TAC, les tics, les TOC. C'est-à-dire d'abord un trouble, le TAC, c'est le trouble anxieux généralisé. On est vraiment anxieux de manière générale. On commence à s'inquiéter. Alors, le TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. C'est la phase où on commence, là, on migre déjà vers une phase un peu plus grave. Et alors, on commence à penser qu'il n'y a pas d'autre issue parce qu'on se ferme dans cet univers-là. Et dans ce moment, avant d'approcher la phase de la cristallisation, qui vraiment vous mène déjà à chercher à exécuter votre plan macabre, il est recommandé, et dans la philosophie orientale, de passer par la parole, c'est-à-dire de se confier à quelqu'un. Vous parlez à quelqu'un autour de vous, même de ce projet macabre-là, vous lui dites, voilà, vraiment, je n'en peux plus, je crois que la seule issue, c'est telle ou telle chose. C'est une démarche très efficace. Parce qu'il est démontré, chez les psychologues, tous les psychologues vont s'entendre pour dire que, généralement, ceux qui annoncent leur suicide, très rarement le mettent en exécution. Assez rarement. Ceux qui l'annoncent, dans la plupart des cas, c'est pas que tous les cas, mais il y a quelques cas qui parviennent aussi à... Mais dans la plupart des cas, une fois qu'ils ont annoncé, qu'ils en ont parlé, il est difficile qu'ils
Bien, maintenant, il faut voir en face comment les autres réagissent quand ils vous annoncent ça. Parce que votre réaction peut plutôt être même fatale, peut l'encourager à le faire. Donc, dans tous les cas, la communication reste au centre de ce processus thérapeutique-là. On va justement poser la question à lui, Alain Bila, justement, qui est le président de l'association de prévention et de lutte contre le suicide, puisque vous avez en votre sein plusieurs qui ont fait des tentatives de suicide et qui ont pensé au suicide. Pour vous, c'est quoi la démarche pour une personne qui a pensé au suicide ou qui veut se suicider? Comment est-ce que vous prenez en charge? Au sein de l'association, déjà, il faut dire qu'on a une équipe de psychologues, d'accompagnateurs psychologiques également et d'accompagnateurs spirituels même. Parce qu'on le voit dans plusieurs plans. La personne peut avoir des problèmes spirituels, peut avoir des problèmes psychiques. Alors on le dirige vers des personnes qui l'amènent à penser autrement. Problème spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Qui pense qu'il va aller en enfer? Non, il peut traverser des problèmes spirituels. Comme lesquels? Les attaques nocturnes. Quand il a les couches de nuit, par exemple, et qui se dit que la seule manière pour lui d'en finir avec ça, c'est de se supprimer la vie. Ça peut arriver, et ça arrive d'ailleurs. Donc du coup, il y a des personnes dans notre association qui sont chargées pour accompagner ces personnes-là à réfléchir autrement. Parce qu'il faut dire également que, comme le professeur le disait tout à l'heure, 8 personnes sur 10 manifestent des signes avant-coureurs du suicide. Et que s'il est possible de détecter en amont, on peut éviter. Et le dialogue reste le maître mot pour lutter contre le suicide, la prévention. Parce qu'on voit le suicide ce n'est que de l'aboutissement, alors qu'il y a un long processus qui est mis au départ et que nous, on doit pouvoir... Et pour vous, c'est quoi le processus? C'est quoi le cheminement, justement? Quelqu'un vous contacte, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? La suite, quelqu'un nous contacte. Oui. Il est tenté de se suicider. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien il a plusieurs fois par le passé essayé de se suicider. Ce sera quoi la démarche que vous allez mettre sur pied? La démarche, c'est le filet social, puisqu'on parle d'association. Le mettre dans un environnement où il est avec des personnes qui sont passées par là, qui ont tenté d'arriver à là, pour lui faire comprendre que on peut penser à ça, mais le plus important, c'est d'aller de l'avant. Ensuite, donc, on l'intègre dans l'association naturellement parce qu'il pourra être un relais également pour d'autres personnes qui traverseraient des situations pareilles. Donc, on crée un filet social à côté du filet médical. D'accord. D'accord, oui. Oui, je voulais juste compléter pour dire que, en fait, le suicide, en fait, c'est peut-être un cas extrême, mais sachez que c'est une démarche que tous les êtres humains ont. C'est la démarche des extrêmes. C'est-à-dire quoi? Nous savons que, il arrive que, par exemple, votre patron vous énerve. Il m'énerve jamais, mon patron, Abel Fosso. Voilà, c'est une boutade, c'est une blague. Ah oui, je le taquine aussi. Je lui fais un clin d'œil aussi. Voilà, il arrive donc que le patron en entreprise vous énerve pour une histoire d'avancement ou de salaire ou tout ce que vous voulez, de congé et tout ça. Il arrive que dans la tête, vous pensiez à lui passer une claque ou à lui envoyer un coup de poing. Ça arrive, c'est humain. Mais vous le pensez. Mais seulement, rarement vous en arrivez à exécuter ça. Alors, parfois, vous le pensez, vous en parlez même à quelqu'un. Et la personne dit, moi aussi, il m'énerve. Et ça, au contraire, ça vous soulage. Le fait que l'autre ait dit ça. Donc, le suicide, c'est pareil. Le fait d'avoir pensé à ça, ça peut traverser l'esprit de tout le monde quand il est coincé. Mais le fait d'évoquer ça, d'en parler avec quelqu'un, ou y compris dans une association comme celle de M. Bila, il peut arriver donc que vous constatiez que finalement, vous n'êtes pas seul dans le bateau. C'est une situation humaine et d'autres qui sont passés par là avant vous sont là encore vivants. Et finalement, petit à petit, ça vous apaise. D'accord. Alors, moi, on est en train de sortir. Moi, j'aime beaucoup les exercices pratiques, prof. Oui. Ce qu'on va faire, il y a... Vous avez regardé votre caméra, il y a une personne qui vous regarde justement ce soir et qui est en train de se dire « Ah oui, vous êtes en train de parler, prof, vous ne savez même pas les problèmes que quelqu'un a. Vous vous imaginez, il a eu des rapports sexuels avec notre enfant, je ne sais même pas où me mettre. Ou bien vous imaginez, j'ai dû me tremper mon doigt dans quelque chose qu'il ne fallait pas. » Alors qu'est-ce que vous allez dire à cette personne ce soir qui est dans cette situation ? Et qui n'arrive pas, qui ne sait même pas s'il va avoir d'issue, qui ne sait même pas par où est-ce qu'elle va commencer. Bien. Ben, à l'immédiat, vous savez, il y a des démarches vraiment magiques. Sur les mots, quand vous n'êtes pas concerné, vous ne ressentez pas. Mais ceux qui sont concernés, vraiment, le ressentent en plein. Allez-y. Alors, premièrement, monsieur ou madame, votre histoire est très touchante. Je vous comprends parfaitement. Et d'ailleurs, à votre place, j'aurais probablement la même attitude. En ce moment, vous m'écoutez attentivement. Regardez-moi bien dans les yeux. Êtes-vous capable de sourire en cette seconde précise?
c'est bien. Faites-moi ce sourire. Ah, vous savez combien vous êtes beau? Ça, c'est très bien. Maintenant, dites cette phrase après moi. En ce moment, je me sens bien. Dites-le. Je me sens bien. Très bien. Alors, demain matin, quand vous vous réveillez, première des choses, avant de quitter le lit, répétez ce mantra. Ça fait des millénaires qu'il existe et qui a une puissance, une force, puissance magique. Dites, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Répétez cette phrase plusieurs fois. Avec un ton monocorde, même les yeux fermés. Pensez, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et vous verrez. Voilà. Alors, l'association présente sur Facebook, c'est terminé. L'association présente sur Facebook. Bien sûr, avec sur le nom Association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide. Association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide. Bah, c'est terminé. Bon, on me fait signe que c'est terminé, Michel, du côté de la réalisation. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30. Bonsoir. Bonsoir.